Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes. Il est tôt ce matin, ce samedi, ce début de week-end. Mais vous allez assister à une demi-heure de débat et de discussion entre nous qui sera, je pense, déterminante. Pourquoi? Parce que j'accueille à la fois Laurent Berger, tout le monde le connaît, c'est le patron de la CFDT, pardon de ces formulations un peu rapides, secrétaire général, et Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le patron du MEDEF, là aussi, formule un peu rapide. Et c'est une parfaite illustration de ce que nous avons souhaité faire, c'est-à-dire nous sommes là pour lancer le débat dans le pays et donc que l'ensemble des représentants syndicaux ou patronaux, que l'ensemble des forces politiques de ce pays, que beaucoup d'économistes, beaucoup de chefs d'entreprise, que tout le monde débatte sur, au fond, la manière dont on va sortir de cette difficulté. Donc la discussion est très importante. Je me suis engagé à ne pas leur demander un engagement sur les jeunes, mais je suis pas sûr de le tenir parce que je ne suis pas sûr d'être capable de tenir un réel engagement, mais on va en parler. Alors moi, j'aurais proposé que dans cette petite demi-heure, on découpe ça en trois. D'abord, ils nous disent chacun comment ils jugent la situation, donc voilà leur position. Deuxième sujet, qu'est-ce qu'il faudrait faire au fond pour relancer la machine au sens machine sociale, machine économique, pas uniquement l'aspect purement de l'entreprise, mais aussi la société qui est très perturbée. Et puis, est-ce qu'on peut essayer de bâtir un nouveau dialogue social? Et c'est là où je reviendrai sur le sujet qui, moi, me tarabuse, qui est celui de l'intégration des 600 000 jeunes en septembre, octobre. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer ensemble de trouver une situation qui est une difficulté qui ne concerne pas particulièrement telle ou telle partie de la population, mais qui nous concerne tous comme parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou frères et sœurs, cousins, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc je donne d'abord la parole à Laurent pour la partie plutôt de l'évaluation de la situation. On sait, je crois, donner 5-6 minutes. Puis il y aura des questions aussi, il y en a plein, parce qu'ils sont évidemment, tout le monde est à l'écoute de ce qu'ils vont nous dire. Bonjour. Si on se demande quelle est la situation actuelle, d'abord il faut se dire qu'on a mis le pays un peu sous cloche pendant presque 3 mois. Et pendant ce temps-là, il a fallu soutenir et à la fois les entreprises et les travailleurs. Donc il y a eu des dispositifs de chômage partiel, de soutien spécifique à des filières, de soutien particulier à des travailleurs, par exemple les indépendants, les salariés des particuliers employeurs. Enfin, donc ce travail-là, il a été fait. C'était absolument nécessaire, mais avec l'arrêt quasi total de l'économie, ça a quand même impacté, ça impacte forcément des entreprises et des salariés et des travailleurs. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur la suite. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans un débat optimiste-pessimiste. On voit d'abord, il y a une incertitude majeure, c'est l'incertitude sanitaire. Évidemment, ça, c'est est-ce que ça repart ou ça repart pas, le virus, et si ça repart, on est dans un autre paradigme, il faudra en reparler. Mais autrement, il y a des incertitudes au niveau économique. Ça a l'air de reprendre dans beaucoup de secteurs, il faut le dire. Et on sent dans les entreprises des retours, sinon quasi à la normale, en tout cas des retours plus importants qu'on ne pouvait le prévoir, pardon. Mais ça laisse des traces quand même, ça laisse des traces dans certains secteurs. Et en fait là, il faut distinguer trois situations. Il y a les entreprises qui étaient déjà fragilisées avant la crise. Évidemment, ça en rajoute. Il y avait les entreprises qui allaient bien et qui ont été percutés de plein fouet. Enfin, l'aéronautique et le tourisme, on n'aurait pas parié il y a 6 mois ou il y a un an en parlant qu'ils allaient être dans cette situation aujourd'hui. Et puis, il y a celles qui traversent un trou d'air pour quelques temps, mais on ne sait pas combien de temps, et qu'il faut soutenir. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande diversité des situations. Et derrière cette diversité des situations, il faut de l'intelligence collective pour trouver des réponses adaptées à chaque situation. Et c'est là où moi je dis qu'il n'y a pas d'autre solution que d'instaurer un dialogue extrêmement approfondi, entreprise par entreprise, filière par filière, et même territoire par territoire, pour voir comment on peut faire. Et puis, je finirai juste en disant que la crise sanitaire, elle a accentué les inégalités existantes, y compris au sein du monde du travail. Et que c'est peut-être une bonne opportunité pour qu'enfin on traite ces situations, notamment de métiers qui ont eu une forte valeur ajoutée sociale et qui en même temps sont très peu reconnus.
Bon, moi j'aborde cette crise avec beaucoup d'humilité parce que je lis ça et là certains économistes brillants dire c'est la pire crise depuis 29. Moi j'ai pas cette vision-là parce que je pense qu'on est face à un phénomène assez unique. C'est la première fois dans l'histoire de l'économie moderne que les États, pour des bonnes raisons, arrêtent ou ralentissent fortement l'économie. Et donc c'est un peu comme quand on tord une barre de métal et qu'on essaie de la redresser, elle va pas revenir tout à fait en place, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la structure. Et donc je suis un peu circonspect sur toutes les prévisions qu'on lit, ça et là. Le pire est pas certain, et effectivement, Laurent Berger a raison, ce qu'on voit depuis 2 mois, en France en tout cas, c'est une reprise peut-être plus rapide que ce qu'on imaginait il y a 2 mois. Évidemment, certains secteurs sont à l'arrêt ou en grande difficulté, alors on a parlé du tourisme, de l'aéro, et vont mettre du temps à s'en mettre. L'autre élément de diagnostic, c'est que il y a des choses qu'on pressentait, qui, j'allais dire, se manifestaient un peu à bas bruit avant la crise et qui maintenant surgissent, notamment au niveau des tendances de consommation. Il y avait un petit phénomène de déconsommation dans certains secteurs et qui est peut-être en train de s'accélérer. Donc, il y a à la fois du long terme qui est difficile à saisir, du court terme plutôt positif, un environnement international qu'on ne maîtrise pas. Laurent Berger a parlé de la reprise de la pandémie, mais il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis, qui peut avoir un impact quand même assez négatif. Malheureusement, les Américains n'ont pas traité correctement la pandémie, on le voit bien. Donc face à tout ça, bon, d'abord, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont par nature optimistes, qui se lèvent le matin avec l'envie de créer, et donc ce que je vois dans mes adhérents, on a évidemment la chance d'avoir beaucoup de visio tous les jours, y compris hier j'étais avec les gens de la Guadeloupe qui sont quand même très sinistrés. Bah, il y a quand même de l'énergie chez les patrons, chez les entrepreneurs, notamment dans les PME, de l'envie de reprendre. Donc cette énergie, elle est quand même positive, il faut faire levier avec ça. L'autre chose, là aussi, je ne vais pas être d'accord tout le temps, mais là je suis d'accord aussi, on a assisté déjà pendant le Covid à une formidable intensité de dialogue social. Presque 6000 accords de reprise du travail qui ont été signés. On a beaucoup parlé d'Amazon. Bon, ça s'est mal passé. Et effectivement, ça s'est mal passé. Mais on n'a pas parlé de là où ça se passait bien, comme toujours d'ailleurs. Et donc, c'est une période où on doit, au plus près du terrain, intensifier le dialogue social pour trouver des solutions. Et la solution chez Safran, c'est pas la solution dans un petit hôtel de la Côte d'Azur qui va s'offrir tout l'été. Donc, il faut trouver le bon niveau de dialogue social, le bon niveau de plan, le bon niveau d'effort des uns et des autres. Je pense que c'est le mantra qui doit nous occuper dans les prochains mois. Alors, juste avant qu'on se lance sur la deuxième question que je m'étais permis de vous suggérer, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il faut faire de manière urgente, ou plus exactement, qu'est-ce qu'il faut repousser. On va parler un instant des retraites, la réforme des retraites. Euh, la question est la suivante. Moi, ce que vous dites est, j'allais dire, très positif au sens, j'allais dire, fondamental, parce que on se dit que de cette extrême difficulté, on peut essayer de sortir de ces crispations, cette incapacité que nous avons dans notre pays à dialoguer de manière normale. En réalité, on n'est pas plus méchant que les autres, on n'est pas plus idiot, on est revendicatif, c'est normal, tout le monde l'est, mais cette difficulté, cette mise en scène permanente de l'impossibilité de difficulté, et ça ressort de ce que vous dites, et c'est un premier point qui est important. Et moi, je pense qu'il faudrait que nous conseillions, alors ça je m'exprime en mon nom et le nom du cercle, au gouvernement, au nouveau gouvernement, à essayer de se mettre dans cette logique, et c'est une logique quand même de l'idée que la vie, on discute, plus finalement on trouve de compromis. Alors j'en arrive à ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire d'urgent et qu'est-ce qu'il faut laisser repousser. Vous voyez déjà que j'ai trouvé ma manière d'introduire l'affaire des retraites. Bah, déjà, vous avez vu ce qu'on dit, et avec l'humilité dont parlait Geoffroy Roux de Bézieux, c'est on ne sait pas tout. Et quand on ne sait pas tout, comment on fait? Ben, on se met en situation de répondre à ce qu'on ne connaît pas. Et la meilleure situation d'y répondre, c'est de se parler, de faire de la controverse utile. La controverse utile, c'est de voir des points de vue différents et de regarder en fonction des situations comment. Et donc, la première des solutions, c'est vraiment de mettre du dialogue à tous les étages. Et il y a un échelon dont on parle assez peu, c'est le territoire. Parce qu'on sait que nombre de salariés vont être impactés. On parle de l'aéronautique, et bien sûr, on parle d'Airbus, mais
autour de cette entreprise, il y a des milliers et des milliers d'entreprises et de salariés qui sont concernés. Eh bien, c'est à l'échelle territoriale qu'on va pouvoir gérer les transitions un peu lourdes, l'évolution des compétences, le transfert d'un secteur professionnel à un autre, etc. Donc, je crois que le dialogue au-delà de l'entreprise, qui est extrêmement important, c'est aussi dans les territoires et dans les filières qu'il faut l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut? La mobilisation, très clairement, dès maintenant, jusque le temps nécessaire, c'est l'emploi. C'est l'emploi, c'est le maintien de l'emploi, mais c'est aussi son développement, pourquoi pas, dans certaines nouvelles activités. Et puis, c'est la question des jeunes. Vous en avez dit 2 mots. Tout autre sujet extrêmement important pour autant doit passer après. Et parmi celui-ci, évidemment, la question des retraites, vous l'évoquez. Personne ne sera surpris de m'entendre dire que la CFDT, elle est pour un système universel des retraites, notamment parce que quand même, tous ces salariés exposés en première ligne pendant la crise étaient aussi ceux qui auraient pu bénéficier de ce système, sauf que c'est une telle, non pas controverse là, une telle opposition dans notre pays sur ce sujet, qu'on n'a aucun intérêt à se mettre sur la figure à la rentrée ou pendant l'été sur le sujet. Donc il faut reculer ça, il faut prendre le temps de discuter de ça totalement à froid plus tard. Pour l'instant, l'emploi, l'intégration des jeunes dans l'emploi, le soutien aux personnes qui sont au chômage, qui sont durement impactées pour les aider à retrouver du boulot, c'est ça nos priorités. Oh, ok. Alors, sur la remarque que vous avez faite, c'est pas la tradition française de faire confiance aux acteurs de la société civile, puisque traditionnellement, il y a cette idée que l'État seul détient le bien commun. Moi, je revendique pas de détenir l'intérêt général, mais je pense que les partenaires sociaux en détiennent un morceau et peuvent y contribuer. Et donc, ce qui serait bien, il y a eu 2 réunions dans les 3 dernières semaines, donc il y a un signal, c'est que le gouvernement accepte de donner la main, dans le cadre d'outils à déterminer ensemble, aux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise. Et il y a quand même, alors qu'il ne faut pas dialoguer juste pour, j'allais dire dialoguer, il faut aussi déboucher sur des choses. Et on a quand même réussi à se mettre d'accord. Alors, pas tous les partenaires sociaux, hein, objectivement, mais en tout cas un certain nombre, autour d'un outil qui est l'activité partielle de longue durée, inspiré d'un système allemand, dont j'espère que les entreprises vont s'emparer largement, et qui est une manière intelligente de concilier compétitivité, sauvegarde de l'entreprise et sauvegarde de l'emploi. Donc c'est pour moi un super bon exemple de ce qu'on peut faire ensemble dans les prochains mois. Et donc, ça m'amène au 2e point, notre énergie collective de partenaires sociaux, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut qu'elle se concentre. Donc, moi j'ai une position un peu différente de la CFDT sur le régime universel. Je suis plus sceptique, sans nier intellectuellement que c'est vraiment un bon système. Comme on part d'un système très compliqué, je trouve ça, c'est bien sur PowerPoint, si je puis me permettre de dire ça comme ça, mais je trouve que ça fonctionne pas. Mais on avait soutenu le mouvement. Mais c'est vrai que là, il faut appuyer sur pause pendant quelques mois pour qu'on mette toute notre énergie derrière ce qui compte, c'est-à-dire le sauvegarde de l'outil. Vous savez, l'outil de production au sens Maurice Thorez du terme, si j'ose dire, mais voilà, en train de citer Maurice Thorez, donc voilà bien, parce que c'est ça qui compte. Parce que si on a réussi à sauvegarder les emplois, si on n'a pas ce million de chômeurs que tout le monde nous promet à la fin de l'année, on pourra repartir. Et alors, oui, il faudra discuter retraite, parce que il y a ce projet de système universel, mais il y a aussi un énorme trou financier qui s'annonce, qui existait évidemment avant le Covid et qui existe. Puis dernier élément quand même, le plan de relance, il faut que le président parle rapidement. Je comprends qu'on ait voulu attendre le remaniement, etc. Mais chaque jour qui passe, d'abord coûte de l'argent en termes de dépenses publiques, et surtout, on voit bien que les acteurs économiques ont besoin de confiance, ils ont besoin d'un signal. Alors on a lancé des plans de relance, mais ils sont sectoriels, et on a du mal à avoir une image globale de ce que ça représente. Donc on a besoin que ça soit annoncé vite, et que ça rentre surtout en action vite le 1er septembre. Le vrai sujet, si je peux me permettre, c'est on n'a pas besoin de mesures qui vont tomber d'en haut prêtes à penser pour tout le monde. On a besoin de mobilisation des acteurs. Et si le nouveau gouvernement, il va y en avoir un nouveau dans les jours à venir, et le nouveau Premier ministre pouvait comprendre que, la réforme des retraites, c'est plus tard. Pause. Moi, j'ai bien aimé la formule. Comme ça, je la partage. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes d'informatique, il y a un bouton. Et je pense qu'au-delà du MEDEF et de la CFDT, je pense que toutes les organisations syndicales et patronales, enfin, je ne vais pas parler pour elles, évidemment, je ne vais pas me faire engueuler derrière, mais sont sur la même logique, pause.
plus tard, ou jamais pour certaines, mais en tout cas, pas maintenant. Non, nous, enfin, pardon, je vous interromps, mais moi, c'est pause pour reprendre, c'est pas pause pour jamais. Hein, je pense que la nuance est importante. Il y aura des divergences entre les uns et les autres, mais en tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. Et puis le deuxième, c'est, on a fait la démonstration avec le dispositif allocation activité partielle longue durée, le chômage partiel sur une longue durée par accord d'entreprise. On a aussi écrit au président de la République à 8 organisations syndicales et patronales pour lui dire, écoutez, vous ne pourrez pas faire sans nous, vous ne pourrez pas faire sans notre intelligence collective. Parce qu'on aura besoin de s'ajuster dans les territoires, dans les filières, etc. Faites avec nous. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. S'ils ne comprennent pas ça, on aura des choses qui tomberont d'en haut et qui ne marcheront pas. La démonstration des périodes passées récentes, là, c'est que l'État, tout seul, ne peut pas tout. Il peut beaucoup. Il peut soutenir comme il l'a fait pendant cette crise, et j'ai pas beaucoup de critiques sur ce sujet-là. Mais il ne peut pas permettre de relancer la machine s'il n'associe pas les acteurs sociaux. Peut-être Je peux complémenter, oui, pardon. bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Laurent Berger, et c'est quand même assez culturel dans ce pays. Hein, c'est un changement assez profond. Et en fait, l'État, son rôle, c'est de fournir une boîte à outils dont on peut se servir. Il y a un accord que moi je veux saluer, qui est difficile à signer pour un syndicat, ce que je comprends, c'est celui de Richebourg, où il y a un sacrifice financier, il faut appeler les choses par leur nom, des salariés pour préserver l'emploi dans une filière aéronautique qui est sinistrée pendant les 12-18 mois. Pas facile à assumer. Et c'est courageux de la part des syndicalistes qui l'ont signé. Mais c'est ce type de choses qu'il faut qu'on arrive à faire là où on en a besoin. Et c'est chaque entreprise où on va découper et négocier en fonction de la situation. C'est ça l'avenir du dialogue social. On a parlé de Safran tout à l'heure, on l'a juste évoqué. Ils viennent de signer un accord de maintien de l'emploi pendant cette période. Et sur une longue période, parce que ils vont être impactés longtemps quand même, l'aéronautique, avec y compris des accords sur comment se passe la répartition de la richesse au sein de l'entreprise. Moi, franchement, de l'extérieur de l'entreprise, la CFDT l'a signé, c'est beaucoup engagé sur cet accord, et je le souligne. Mais de l'extérieur de l'entreprise, je ne dirais pas s'il est... Enfin, il faut qu'on fasse confiance aux acteurs. Vous savez, c'est pas nous qui, de l'extérieur, allons dire ce qui est bon ou pas bon. Ce sont les acteurs concernés, y compris sur les territoires, avec les acteurs, avec les collectivités territoriales. C'est là où il faut recréer un peu de mobilisation collective sur l'emploi. Et si c'est pas à partir d'une boîte à outils, mais sans donner le cadre extrêmement serré dans lequel il faut faire, on n'y arrivera pas. Juste peut-être une minute de publicité, comme il y a dans toutes les choses. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce qu'on va essayer de défendre, nous, demain, dans notre, non pas déclaration finale, mais proposition que nous avons retenue et qui sera évidemment très liée, par exemple, à ce qui est dit ici. Il s'agit non pas de recréer, mais de créer dans ce pays quand même une logique. On va pas nous changer de tout en tout, mais on crée une logique qui est une logique du dialogue, la responsabilisation, du fait que les gens qui sont en charge, et notamment les acteurs sociaux, les locaux, les territoires, que tout le monde puisse au fond s'exprimer, parce que c'est les gens qui sont en charge directement concernés par les thèmes, les problèmes, qui peuvent après ne pas être du tout d'accord, mais les compromis, c'est comme ça qu'on va les faire. Alors, bon, tout ça est quand même positif, j'en retiens beaucoup, pause, hop. Deuxième sujet, territoire. On introduit quand même une notion qui n'existait pas ailleurs, avant, c'est l'idée qu'il faut aller demander partout un coup de main aux gens qui sont en charge politiquement et localement des sujets. La troisième question, c'était celle, vous l'avez déjà beaucoup abordée, c'est celle de comment est-ce qu'on peut, au fond, restructurer ou relancer le dialogue social. Au fond, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est, on va dire au gouvernement, laissez nous faire. Maintenant, après, le dialogue social lui-même, comment vous faites entre vous? Comment on fait entre acteurs sociaux? Comment est-ce qu'on peut essayer de nouer plus facilement? Puis après, j'ai toute une série de questions, dont la mienne. Il existe le dialogue social. Il n'est pas parfait partout. Et il y a des endroits, il y a des entreprises qui n'ont pas encore compris que c'était par ce biais-là qu'on pouvait faire progresser et la performance économique et la situation des salariés. Mais quand même, il existe aujourd'hui. Et donc, moi, je crois qu'il y a la place pour recréer. Dans l'entreprise, la question qui est posée, c'est la question de la qualité du travail. On a engagé des discussions autour de la santé du travail, du télétravail, etc. Ça va beaucoup perturber dans les années à venir les entreprises. La question du travail donc est fondamentale. La question de la qualité de l'emploi.
La question de la répartition de la richesse. C'est un sujet, et on a dans la proposition qu'on a fait, y compris de discussion entre nous, il y a aussi la question on veut rediscuter du partage de la valeur. Ça existe. Moi, je crois qu'il faut qu'on refonde un pacte social, non pas pour dire c'est pas un grand mot, c'est pas un grand concept, mais il faut qu'on se redise c'est quoi aujourd'hui les sujets extrêmement importants à traiter dans l'entreprise et plus globalement dans notre contrat social national. Moi, franchement, cette crise, s'il y a un truc qu'elle a fait progresser, c'est vraiment chez les acteurs. Je crois que chez les organisations syndicales et patronales, c'est l'idée que peut-être si on se parlait un peu plus, si on se parle un peu mieux, on peut être un peu moins couillon respectivement, excusez-moi de le dire comme ça, mais non, mais cette crise, on l'a gérée. Je vais vous dire, il y a eu tout un tas de réunions où la seule préoccupation, c'était comment on fait en sorte que ça tombe pas plus bas. C'est déjà pas mal. Dans un pays où on se dit, ouais, ils n'arrêtent pas de se faire sur la gueule, etc. Oui, quand il y a besoin, on sait le faire. Et on n'est pas d'accord sur tout. Mais franchement, c'est ça qu'il faut reconstruire. Il faut avoir en ligne de mire les inégalités, je crois. Parce que c'est ça aussi qui mine un peu notre pacte social. Juste avant, Geoffroy, que vous exprimez, juste une chose, problème clé quand même, les gens qui sont rentrés, qui ont été en première ligne pendant ces 3 mois, ont été en majorité les gens les moins bien payés de ce pays. Donc comment est-ce qu'on gère le sujet? Ça va de la caissière jusqu'à les boueurs, en passant par évidemment l'infirmière. Comment on résout ce problème-là? Parce que c'est pas simple, ça. Peut-être un mot, je vais répondre, mais juste un mot sur ce qu'a dit Laurent Bagé, ça fait quand même un petit point, une nuance de désaccord. Il faut qu'on ait quand même un peu de désaccord, sinon... Vous en avez pas mal. Non, mais je pense que ce vers quoi on ne doit pas aller, c'est de trop normer au niveau national les dispositifs. Je parlais de boîte à outils, je ne sais pas si le concept est imagé, parce que l'organisation des entreprises, contrairement à ce que certains croient, elle diverge, elle ne converge pas. Et donc on a des modèles d'organisation en fonction des secteurs, des tailles, même des localisations, qui est plutôt en train de s'éloigner du modèle taylorien post-45. Donc ça oblige à avoir des systèmes très souples, où on laisse les acteurs de terrain. Mais du coup, pour les acteurs nationaux que nous sommes, ça rend le rôle normatif historique beaucoup plus léger. On a eu la discussion, on peut le dire, sur par exemple le statut du cadre, où il est devenu pour moi très difficile de dire un cadre, c'est la même chose dans une petite entreprise du bâtiment de 20 personnes, dans une multinationale, dans une start-up. Sur les premiers de corvée, le sujet, globalement, c'est comment on sort d'une économie trop low cost. Parce que je prends l'exemple des agents de nettoyage qui ont continué à travailler dans des conditions parfois difficiles. Dans les hôpitaux, c'est un appel d'offres. Et comme le coût de la prestation, c'est 90-95% le salaire, et que l'appel d'offres public, il est au moins 10 ans financier, qui est difficile de monter en gamme sur un métier de base, on arrive effectivement à des salaires avec en plus des problèmes de déplacement, etc. Qui sont extrêmement difficiles. Et ça, sortir, là, il n'y a pas de réponse binaire. Enfin, je veux dire, oui, alors, on dit on augmente le SMIC, donc c'est très bien ce qui se passe derrière, donc c'est la destruction d'emplois. Donc, c'est vraiment un sujet complexe où là, il faut vraiment avoir beaucoup de gens autour de la table pour essayer d'imaginer des solutions, y compris le rôle de l'État. Il y a une responsabilité des grandes entreprises quand même, parce que moi, je suis d'accord que les choses peuvent diverger, mais dans la création de valeur, trop souvent, il y a distorsion quand même. Et il y a distorsion, on peut en discuter, il peut y avoir des débats sur le capital, le travail, mais il y a distorsion entre les entreprises elles-mêmes. Nous, il y a des sections syndicales qui ont interpellé leur direction en disant si on veut revaloriser ces métiers, il faut qu'on regarde le contenu des contrats qui sont passés. Là-dessus, on se rejoint. C'est-à-dire que c'est aussi une responsabilité collective qu'on a tous là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est tous fait prendre au low cost. D'une certaine manière. Donc le consommateur a une responsabilité. Le consommateur a une grosse responsabilité. Les entreprises les plus grosses ont une grosse responsabilité. La puissance publique, dans les marchés qu'elle passe, a une grosse responsabilité. Et donc là, il faudra se dire comment on fait ça. Et ces salariés, si on ne leur répond pas demain, le climat social va être extrêmement dégradé parce qu'ils ont été là.
et donc ils ont besoin de reconnaissance. On est quand même obligé de dire, si on reprend les 20 dernières années, puisqu'on a favorisé le consommateur, toute l'idée de consiste à dire j'ai un écran de TV HD qui est 2 fois moins cher parce que je le fais produire ailleurs. La même personne oublie, puisque en France on a quand même une schizophrénie particulièrement développée, que en même temps, évidemment, ils voient les charges sociales augmenter, puisqu'on est un pays où la protection sociale évidemment supplée le fait que le gars qui produisait le téléviseur, on va le prendre en charge. Donc, on a eu une espèce de vision qui est une vision, j'allais dire, assez naïve, en tout cas peu équilibrée. Je pense que le contrat social, c'est quand même, si vous en êtes d'accord, la remise à plat de tout ça. Après, les opinions divergent, mais il y a un moment où il faut mettre à plat l'affaire des très bas salaires sur des professions qui sont révélées particulièrement en danger pendant les 3 mois. Elle est emblématique et elle est vraisemblablement... Si c'est la remise en plat, si c'est la remise à plat pour améliorer les choses, les rendre plus justes, ok. Mais encore une fois, il ne faudra pas oublier ce que la protection sociale a permis dans cette période. Bien sûr. On s'est retrouvé dans une situation socialement et même économiquement, enfin ce que la protection sociale et la puissance publique ont permis dans cette période et l'intervention publique ont permis. Dans d'autres pays où ça n'a pas été le cas, la misère sociale s'est accentuée vitesse grand V. Déjà chez nous cette crise, elle a des conséquences sociales en termes de pauvreté extrêmement lourdes. Et puis la situation économique s'est dégradée aussi, les entreprises. Donc il faut la repenser sans doute, parce qu'on a vu aussi dans cette période les trous dans la raquette de notre système de protection sociale. Tous ceux qui n'étaient pas protégés. Les indépendants, alors, on va parler de ceux qui ne vont pas être protégés. Juste, je vous pose 2 questions. Là, il nous reste 4 minutes. Il y en a une, parce qu'il faut quand même être attentif à ce qui est dit. Ne craignez-vous pas une explosion de manifestations à la rentrée? Donc ça, c'est Max qui pose la question. Et Vincent dit toutes les PME et TPE ne sont pas suffisamment prises en compte. Et puis moi, j'ai ma question de la fin. Et comme je garde 2 minutes, puisque ce sera... Je vais laisser Laurent répondre sur les manifestations. Mais sur les PME, TPE... je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que l'effort qu'a fait le gouvernement a quand même été massif. Je cite juste un chiffre, il y a près de 500 000 PGE, les prêts garantis par l'État, avec un montant moyen de 170 000 euros. Donc 170 000 euros, ça veut dire qu'on est sur un pool d'entreprises à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc globalement, dans la partie, j'allais dire, secours en montagne, en quelque sorte, oxygène, morphine, on peut l'appeler comme on veut, qui a été mis en place, ça a été assez bien fait. Je pense que le sujet, mais Laurent l'a évoqué d'une autre manière, c'est les indépendants, parce que les indépendants, ils sont à mi-chemin entre des entrepreneurs et des salariés, quelque part, enfin, en tout cas. Et là, effectivement, ça a été plus compliqué, le fonds de solidarité a été revu 3 fois, je crois, et on a été moins bon sur ce volet-là, collectivement. Peut-être juste sur les tensions sociales, ce qui va me permettre d'introduire la question. On est quand même dans un pays un peu bizarre, dont la seule question, ce serait est-ce qu'il y aura des manifs à la rentrée? La question qui devra se poser, c'est est-ce qu'on est capable de résoudre les problèmes d'emploi, d'inégalité, de pauvreté qui sont en train de se poser? La tension, elle existe. Les gens, c'est tendu pour nombre de travailleurs aujourd'hui. Lorsque vous avez subi du chômage partiel avec qu'une partie de votre salaire, que votre entreprise va pas bien, et donc la question, c'est de trouver les solutions. Si on n'est pas capable de recréer ce que je disais, des dialogues, la capacité à trouver les solutions entreprise par entreprise, mais aussi de soutenir ceux qui sont le plus, y compris là de façon nationale, avec des mesures nationales, ceux qui sont le plus en difficulté, on n'y arrivera pas. Enfin, je prends un exemple. Arrêtons, puisqu'il y a un nouveau gouvernement, stoppons la réforme de l'assurance chômage et rediscutons de ce sujet-là, par exemple. Donc, il y a de la préoccupation et d'un climat social compliqué. Maintenant, le rôle des syndicalistes, moi je vous le dis, à la rentrée, la CFDT va mener tout au long du mois de septembre l'ouverture de centaines de points contacts pour être aux côtés des salariés et répondre concrètement à chacune de leurs situations. Alors, comme il nous reste 1 minute, la question, elle est simple, et je vous donne la réponse. 1, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, les 500 000, 600 000 jeunes? Et 2, est-ce qu'on ne peut pas lancer un appel non quantifié, mais disons toutes les boîtes qui marchent à peu près, on demande à l'État de prendre, non pas les 3 ans de cotisation sociale, etc. Ça, c'est le truc urgent, en disant vous en prenez 1, vous en prenez 2, vous en prenez 3, l'État prend en charge le jeune qui arrive,
jeunes filles ou jeunes garçons, sous forme de stage, mais on laisse pas 600 000 jeunes sur le carreau. Alors, j'en avais pour vous rassurer. Bon, d'abord, il y a déjà une première mesure sur les apprentis qu'on a obtenue avec 8 000 € par apprenti. D'accord, Bon. je suis d'accord. Et dans le tuyau, sans vouloir trop m'avancer, il y aura un complément pour entrer les autres jeunes pour le coup de pouce financier dont les entreprises auront besoin. Après, nous, le MEDEF, mais les organisations patronales au sens large, on va s'engager à notre université d'été, là, qui a lieu fin août. On va essayer de rassembler, alors est-ce qu'on le fait quantifier, pas quantifier, les engagements des branches, les engagements des entreprises, parce que j'ai envie de dire, il y a un devoir moral. Cette crise, ça a été le choix de préserver la vie des anciens. Parce que c'est ça la réalité. Et on a arrêté l'économie. Il ne faut pas que nos jeunes, qui vont en plus avoir à payer une dette assez phénoménal soit sacrifié. Donc je pense qu'il y aura un engagement. On va trouver la manière de le faire, mais moi je le vois dans toutes les visios que je fais avec mes adhérents, tout le monde, enfin tous les entrepreneurs se sentent finalement engagés moralement sur ce sujet. La priorité, ça doit être les jeunes. Il y a une concertation qui était ouverte avec la ministre du Travail sur le sujet. Il faut aller beaucoup plus vite maintenant. Il faudra un accompagnement aussi. Il faut éviter les effets d'aubaine. Il faut des engagements des entreprises. Ça serait bien que des entreprises qui disent moi, j'ai pas forcément besoin de l'allègement de cotisation parce que ça va bien le fassent, pour éviter les effets d'aubaine. Mais il faudra aussi un accompagnement avec un renforcement des structures qui accompagnent. Parce qu'il y a tout un tas de jeunes. Ça va être très divers. Il y a ceux qui sont diplômés et qui vont avoir besoin d'un petit coup de pouce pour trouver. Puis il y a ceux qui sont plus en difficulté, qui l'étaient déjà. Et ceux-là, il faut renforcer les dispositifs d'accompagnement pour les jeunes. Il faut aussi les aider en termes de ressources. On va avoir une pauvreté des jeunes qui va progresser très fortement. Et donc, là, il faut aller très vite. Il faut montrer qu'il y a une mobilisation globale. Normalement, dans les semaines à venir, on devrait être capable de poursuivre la concertation. Ça dépendra du ministère qui arrive. Là, c'est vraiment le service économie. Je vous propose que, avant la fin du mois de juillet, on lance les pistes. Alors après, elles seront reprises par les uns par les autres. Mais on a déjà lancé les pistes, Jean-Hervé. Je pense que ça sera mais il faut que je sois plus explicite. Parce que je pense que ça sortira avant fin juillet. Voilà. Enfin, on a bon espoir. Bon, vous êtes... Voilà, donc j'ai bien noté. On aura les chiffres. On lance l'opération. Et vive la jeunesse. Et c'est vrai qu'on a protégé, et au nom de cette génération-là, je vous remercie. Je n'osais pas le dire, mais j'y ai pensé très fort. Ok, merci. Merci, je crois que c'est fini. Voilà. Au revoir. Ok.